comme on a dit tout à l'heure, il est composé des 3 composantes. Alors, c'est quoi? Il a les composantes sur xi, plutôt sur x et y. Donc pour x, donc xi sur f et yi sur f, ces proportions sont aussi équivalentes à leur vecteur d'origine, donc il vient de P0. Donc xi avec x0, xi sur f est égal à x0 sur z0, et aussi, quand on projette sur y, donc yi sur f, c'est égal à y0 sur z0. Ce sont les équations de projection dans le modèle Pinhole. C'est à retenir. On a cette équation, et ça c'est quand on étend l'équation sur les différentes dimensions. Comment on extrait ces équations? Toujours dessiner ce rectangle, c'est très facile, et essayer de calculer ses propriétés. C'est les mêmes. Si on a un ratio ici, il est forcément le même dans l'autre triangle. D'accord? Donc ça, c'est pour le pinhole. Alors, le modèle pinhole, il a aussi 2 propriétés très, très intéressantes. La première, c'est la projection d'une ligne, et la deuxième, c'est la magnification. Alors, c'est quoi la projection d'une ligne? C'est quand si je prends un ligne 3D dans un monde, dans la scène réelle, cette projection, si je le projette dans le modèle pinhole, on obtiendra toujours une ligne. Donc l'intersection de cette ligne, la projection de cette ligne, sera aussi une ligne dans mon image plan. Et donc dans l'image, j'obtiendrai aussi une ligne. Cette propriété, elle est très intéressante parce que ça veut dire que, et on le voit lorsqu'on prend des photos, lorsqu'on a des caméras, on a des lignes qui sont préservées. Donc il y a une préservation des lignes en droite dans mon image. Ce qui est logique. Donc l'intersection d'un plan avec un autre plan, c'est une ligne. La magnification, donc c'est la deuxième propriété. Bon, je sais que vous avez fait tout ça en cours, mais on va juste récapituler très rapidement, comme ça on va suivre durant les exercices, d'accord? Donc la magnification, c'est quoi? C'est on se pose la question, c'est quoi? Donc j'ai une droite ici, donc je sais que ça sera une droite là quand je vais la projeter, mais est-ce que les dimensions de cette droite seront préservées dans mon image? Est-ce que dans mon plan image, elles seront préservées? Eh ben non. Ce degré de fluctuation, eh ben, c'est ce qu'on appelle la magnification. D'accord? Donc on a A0, B0, ce sont 2 points ici de mon vecteur source, donc de ma scène. Donc j'ai un vecteur ici, A0, B0. Voici les coordonnées AX, donc pour A0, donc des points X0, Y0, Z0. Pour B0, c'est la même chose avec une petite variation, donc delta, donc c'est cette distance entre B0 et A0, c'est cette distance, c'est le delta X0 et le delta Y0. Pareil pour le AI et le BI, donc les images, donc le point projeté, le vecteur projeté. Donc on a le AI, c'est le point d'origine, et le BI, c'est la tête du vecteur. D'accord? Donc c'est les mêmes choses, la distance qu'il y a ici. Et donc, la magnification, c'est quoi? C'est, qu'on appelle M, c'est la, magnitude du vecteur DI sur la magnitude du vecteur D0. Donc DI, c'est celui-là, celui-là. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est la taille de ce vecteur sur la taille de ce vecteur. Donc, combien, si cette taille DI est égale à celle de DI égale à D0, ça veut dire qu'on a 1, ça veut dire qu'il n'y a eu pas de changement. Si elle est inférieure, ça veut dire que ma magnification, elle rapetisse les tailles d'origine. Et inversement, si M est supérieur à 1, ça veut dire qu'au contraire, ça agrandit. Et ça, on peut le voir avec des loupes. On a des loupes qui agrandissent les images, et on a à l'inverse, celles qui rapetissent, qui réduisent la taille des images, des objets plutôt. Et donc, on peut étendre. Donc, le vecteur DI peut s'écrire comme ça. Donc, c'est quoi le vecteur DI? C'est le xi plus delta xi moins xi au carré. Donc, c'est delta xi au carré. C'est quoi? C'est le yi plus delta yi moins yi, ici, au carré, toujours. Donc, c'est la magnitude de ce vecteur divisé par la magnitude du vecteur d'origine. Et donc, la magnification, voilà. Donc, il faut retenir cette formule. Donc, c'est la formule de magnification. C'est la magnitude du vecteur de projection sur celle du vecteur d'origine. D'accord? Une autre propriété, donc là, on est en train d'étendre. Donc, on a dx, voilà, donc c'est pour la taille du vecteur de projection, la taille du vecteur d'origine. Qu'est-ce qu'on a aussi comme autre loi? On a la loi, la première loi de projection. Qu'est-ce qu'on a qui dit quoi? Qui dit que xi sur f, c'est égal à x0 sur z0, yi sur f, c'est y0 sur z0. Cette propriété est très importante. On la revoit encore une fois. Je vous ai dit, quand on est dans un modèle, il ne faut pas oublier de dessiner les rectangles qui traversent les points qu'on étudie. D'accord? Et qu'est-ce que ça veut dire, ces points-là? Donc, je remplace xi avec delta xi qui sont là dans mon équation. Donc delta xi sur f, c'est delta x0 sur z0. Et
delta YI sur F, c'est égal à delta Y0 sur Z0. Donc on a même étudié la projection de la magnification. On n'a pas seulement calculé la magnification ici, mais on a fait la projection de ce vecteur à l'aide des lois de la loi de projection du modèle Pinot. D'accord. Donc si on calcule encore un peu plus loin, on va plus loin. Quand on remplace delta xi, delta yi, delta yi, delta x0, delta y0, quand on remplace encore et qu'on calcule, on va se rendre compte qu'à la fin, on obtient f sur z0. Donc la magnitude, cette magnification plutôt, la magnification, c'est la focale sur la distance. Et c'est complètement logique. Quand je reprends le dessin, le premier dessin, c'est la taille de ce vecteur, elle est proportionnelle. Pour étudier le ratio entre ce vecteur et ce vecteur, en fait, il suffit juste d'utiliser le f sur la distance. C'est la même chose que de calculer f sur z. Alors, la magnification. Alors, ces deux propriétés sont intéressantes. La première, elle dit quoi? Qu'on préserve les lignes. Et la deuxième, c'est que les objets, selon leur distance, parce que c'est quoi ça? F et Z. Z0, c'est la distance par rapport à la caméra. Donc, plus un objet sera éloigné, plus un objet sera éloigné de la caméra, plus le Z sera grand et plus le M sera petit. Donc, plus l'objet apparaîtra petit. Et à l'inverse, si un objet Z est proche de la caméra, si un objet est proche de la caméra, donc le Z il est petit, et donc le ratio il est grand, et donc l'objet apparaîtra plus grand à l'image. Et c'est très très beau comme propriété en fait, c'est ce qui nous caractérise, qui caractérise les caméras, hein, toutes les caméras. C'est, oh, regardez, la première ici, c'est qu'on a des lignes droites, les lignes droites elles sont préservées, et aussi on observe que les objets, un objet plus il s'éloigne, donc tous ces points là comme ça qui s'éloignent vont apparaître plus petits. Et ces deux propriétés combinées, bah, ça donne quelque chose de très joli aussi qui s'appelle le point de fuite. Et le point de fuite, c'est quoi? Alors, c'est le point où toutes les lignes parallèles se croisent. D'accord? Toutes les lignes qui sont parallèles se croisent dans mon plan image. Alors, concrètement, c'est quoi? Effectivement, c'est on a deux lignes parallèles. Très bien. Donc, comment on fait pour retrouver le point de fuite? Je prends une droite, je dessine une droite sur une de mes lignes parallèles et je la fais passer par le centre de mon pinhole. Et je projette, donc qui a des certaines coordonnées, et je le projette dans mon plan image. Et cette projection, donc l'intersection de cette ligne, donc l'intersection d'une ligne avec un plan, c'est quoi? C'est un point. Ce point, c'est mon point de fuite, ou vanishing point en anglais. D'accord? Donc on peut recalculer cela. Donc ces équations, elles sont dans le cours, hein. Vous pouvez les retrouver. Donc le F elle est sur LZ, toujours proportionnel, donc sur l'axe des X et sur l'axe des Y. D'accord. Donc là, c'est la synthèse. Donc on va faire une petite synthèse du modèle Pinhole. Donc le premier, donc c'est le modèle le plus simple existant pour la formation d'une image. Il permet de préserver les lignes dans l'image. Les dimensions des objets dans le monde réel dans l'image est proportionnelle à la distance de ceux-ci par rapport à la caméra. Donc plus ils sont éloignés, plus ils apparaissent plus petits. Et inversement, s'ils sont proches, ils apparaîtront plus grands. Le point de fuite permet de retrouver de la perspective dans les images. Et ça, c'est quelque chose de très, très, très intéressant. Si vous faites si un jour vous voulez travailler sur la 3D pendant très très longtemps, pendant quand même assez longtemps, le point de fuite était un moyen de calculer, de faire de la reconstruction 3D. C'était un modèle mathématique qui permettait de pouvoir estimer la profondeur, parce que comme ça, quand on voit ce point de fuite, on arrive à savoir la distance à peu près. On sait qu'il y a une fausse perspective, même si c'est pas une vraie perspective, c'est une projection. Il y a une fausse perspective. En tant qu'humain, on est capable de savoir que au fond de tunnel, c'est quand même assez loin, et cette voiture, elle est assez proche de nous par rapport à, je sais pas, au bout du tunnel. Et cette fausse perspective, elle permet de reconstruire la 3D. Donc c'est très intéressant comme propriété dans le modèle Pinhole. Par contre, le modèle Pinhole, il a quand même un défaut, c'est qu'il ne laisse pas beaucoup passer de la lumière. Pourquoi? Parce que c'est un petit trou c'est le principe de la chambre noire, de la caméra obscura. Et donc c'est vraiment, le temps d'exposition est très important. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais à l'époque, je pense, bon, moi aussi j'étais pas au courant, hein, on nous l'a appris. Mais je pense les premières caméras, les premiers modèles de photographie, il fallait un temps d'exposition très, très, très long, sinon on risquait d'avoir du flou, mais surtout pour pouvoir capturer la lumière.
Et donc, pour régler ce problème d'exposition, il y a eu il y a une alternative qui est apparue, c'est très rapidement d'ailleurs, c'est le modèle à lentille. Donc c'est le deuxième modèle de formation de l'image qu'on va étudier ici dans ce cours. Donc le modèle à lentille, c'est quoi? Donc quand on voit ici, on a une lentille au milieu là, voilà en bleu, c'est une lentille transparente. Et pour un point P0 venant de la scène, j'ai une projection PI dans mon plan image. Alors ici, il faut imaginer un plan image. Donc ici, c'est ma projection, d'accord? Ce qu'on voit en orange, ici au milieu, c'est le rayon lumineux que laisse passer le modèle pinhole. Le modèle à lentille, en plus de ce vecteur, donc de ce passage, il laisse passer d'autres flux lumineux qu'on voit ici en vert, et donc on a plus de lumière, plus d'informations de lumière qui réduit le temps d'exposition. Donc ça, c'est le principal avantage du modèle à lentille. Maintenant, il faut l'étudier. Bah, c'est bien, il est très bien, mais maintenant il faut l'étudier. Et donc, qu'est-ce qu'on va étudier? On va étudier la projection donc du point P0 vers point PI avec le modèle de lentille. Alors, dans le cours, ce que vous avez étudié, c'est qu'ici, vous avez l'image, la distance entre la projection et la lentille. Et là, vous avez la distance entre le point d'origine et la lentille. Et ce que vous appelez une focale, la focale, elle est quelque part ici. D'accord, elle est là, quelque part. Des fois, elle est égale à I, des fois non, peut-être inférieure à I. Et la relation entre F, I et O, elle est donnée par cette équation. Donc 1 sur F, donc 1 sur la focale, est inversement proportionnel à, est égal plutôt à 1 sur I plus 1 sur O. Donc elle est quelque part ici. Et on ne va pas faire la preuve ici, on ne va pas la faire dans le cours, mais on va la faire plutôt dans les TD qu'on va voir aujourd'hui. D'accord? Donc pour l'instant, rappelez-vous que dans le modèle lentille, vous avez une loi qui s'appelle Gaussian lens. Okay? Donc the Gaussian lens is the law for optical lenses. Donc quand on est dans le modèle de lentille, rappelez-vous de cette équation. D'accord? Donc c'est un autre modèle. Alors, on va aller un peu plus loin, donc on va calculer, faire un peu plus de calcul. Il y a toujours cette propriété de magnification, ça veut dire que la taille des vecteurs va changer, toujours dans, dans la projection, parce que quand même, euh, plus un objet est loin, moins il va apparaître grand. C'est quel que soit le modèle en vrai. Mais dans le modèle de lentille, on va calculer différemment. Donc ce qu'on sait, c'est toujours la taille du vecteur de projection sur la taille du vecteur original. Donc c'est HI qui est là sur H0, d'accord? Voilà. Et là, une autre propriété des lentilles, c'est l'ouverture. Alors ça, c'est une lentille, hein, d'une caméra, je sais pas, optique ou numérique, je ne sais pas. Et cette distance D, ici, c'est l'ouverture. Il faut savoir qu'on peut régler ça dans les caméras, on peut régler cette ouverture, on peut refermer un petit peu. Si on ferme trop, ça devient un pinhole. Donc on réduit le nombre de vecteurs lumineux qui peuvent passer. Et plus on grandit, plus on agrandit, plus on a beaucoup plus d'informations lumineuses. Alors cette propriété des lentilles de laisser beaucoup d'informations lumineuses, eh ben, elle vient, c'est vrai qu'elle règle le problème des limites du pinhole, mais elle a aussi un désavantage. D'accord? Et donc ce désavantage, alors pour l'instant, avant de passer aux désavantages, bon, on voit ici l'ouverture de D, ça a cette propriété, donc c'est F sur N, donc on appelle F number, et le N c'est F sur D, donc c'est inversement, on peut calculer donc ça une ou l'autre. Avant de passer aux désavantages, la première désavantage, voilà. Le désavantage c'est celui, c'est le défocus. Plus la lentille est grande, plus elle a une grande ouverture, plus elle sera sujette au flou. Alors c'est quoi le flou? Comment on fait pour comprendre le flou? Alors on va étudier ça doucement, d'accord? Donc voici un point, P0, qui est là, par la lentille et qui est parfaitement projeté dans mon plan image. Donc image plane here, d'accord? Il est parfaitement projeté en un seul point. Quand je projette un point et que j'obtiens un point, j'ai une netteté de l'image. Maintenant, je prends un autre point ici, hein, P', ici, donc voilà, qui a une distance O', qui est inférieure à O, et qui est aussi, qui passe aussi par la lentille, mais qui cette fois est projeté plus loin. Donc le point de P', il est là, il est bien plus loin, il dépasse le plan image. Et donc le point P', dans mon plan image, il est représenté par plein de points ici. Et ça, c'est ce qu'on appelle le cercle de flou, or blur circle in English, d'accord? Donc en anglais, c'est blur circle, et en français, c'est le cercle de flou.
Donc au lieu d'avoir un point qui est représenté par un point, j'ai un flou, j'ai plein de points qui ne représentent qu'un seul point. Est-ce que c'est clair jusque-là? Vous me dites si vous avez trouvé? Mmh. D'accord, très bien. Alors avant de continuer, donc maintenant on peut calculer. Le problème avec le défocus plutôt, c'est que maintenant il faut calculer, à quel point ma lentille, déforme mes images et me permet et je j'ai de flou avec cette lentille et donc cette taille, ce cercle de flou, ici, il a une taille B plutôt, B. Et si on voit les triangles, toujours rappelez-vous que quand on travaille avec de l'optique, vous regardez les triangles qu'il y a ici, d'accord? Donc c'est pour juste vous rappeler. Comme ça, les formules, les équations ما تحفظوهمش. Je préfère que vous puissiez toujours vous rappeler d'elles juste en voyant le schéma. Donc ici, on a BI, d'accord? On a une propriété, je pense que c'était Thalès, hein, je pense que c'est donc Thalès, la formule de Thalès, théorème de Thalès, je me rappelle plus. Donc il dit que B sur, donc on est là, on a un triangle ici en orange, d'accord? Le premier triangle en orange. Donc on a cette formule, donc on a dit B divisé par D, parce qu'ici on a D, hein, c'est l'ouverture de la lentille. B sur D, donc qui est là, c'est proportionnel, c'est la même chose, c'est égal à cette distance sur cette grande distance. D'accord? Donc ce petit vecteur sur ce grand vecteur. Et ce petit vecteur, c'est quoi? C'est I' moins I, puisqu'ici on a I, ici on a I'. Donc cette petite distance ici, c'est I' moins I. Voilà, I' moins I sur I'. Donc rappelez-vous des triangles. Lorsque vous avez un triangle ici, GB divisé par D, cette proportion, ce ratio est le même que cette petite distance sur cette grande distance. Et donc, à partir de là, de cette propriété des triangles, hein, triangulaires, on peut extraire la taille donc, de ce cercle, le diamètre de ce cercle. Donc, B sur D, c'est égal à I' moins I sur I'. Donc, après, je peux extraire B, donc je multiplie D ici, donc j'ai D sur I moins I'. Et cette distance, c'est ça qui est un peu plus compliqué à calculer. Donc là, pour le défocus, qu'est-ce que je prends? Je prends 2 points, parce que j'ai besoin de 2 points. Un qui est focus, un qui est défocus, pour pouvoir calculer la différence qui est ici. Donc j'ai 2 points, donc je prends un focus point ici, qui est, et quand on applique la projection d'un point dans une lentille, on utilise la loi gaussienne. Donc on a 1 sur I, 1 sur O, 1 plus 1 sur O égale à 1 sur F. Et donc I, c'est égal à O, celle-là, il faut la démontrer. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez démontré ou pas. Bon, vous pouvez le faire vous-même, hein, c'est très facile. Hein. Vous le chemin et vous multipliez. Hein. Bon, vous faites la même chose. Ah, j'ai oublié des focus points. Donc, vous prenez un autre point qui est, lui, flou, donc I', et vous calculez donc I', toujours avec la même loi. Et à partir de cette loi, vous pouvez extraire I'. Et donc, I moins I', plutôt I' moins I, c'est ça moins ça. Et ça moins ça donne quelque chose comme cette formule ici. Et cette formule, elle n'est pas démontrée en cours. Elle n'est pas démontrée même dans les livres, souvent elle n'est pas très démontrée, mais vous pouvez le faire. Hein. Elle est un peu longue, elle est un peu longue à faire, mais vous pouvez le faire. D'accord. Et donc on remplace. Donc le but c'était quoi qu'on fasse tout ça parce qu'on n'avait pas le i moins i'. Donc on revient à cette formule et cette fois je remplace donc dans B, df, donc je remplace directement. Et en calculant, en éliminant, on obtient f au carré. Alors le n il apparaît d'où? Le n, si vous vous souvenez bien, le n c'est ça, c'est d, c'est f sur n. D'accord? Donc le d on l'a juste remplacé par f sur n. Donc au final on obtient f au carré sur n et toute cette équation ici. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on calcule le disque, la taille du disque de défocus. Plutôt voilà, de flou, de blur. D'accord. Une fois, alors comment on règle le problème du défocus? Donc voici un problème de flou dans l'image. Donc on a la projection qui dépasse le plan de l'image. Donc comment on règle ça? Donc la première intuition, c'est quoi? C'est changer le plan de l'image. C'est de le reculer. On sait très bien, ben voilà, on peut faire ça. On peut faire quoi? On peut aussi changer la position de la lentille. Hein. On la met là et puis hop, on a la projection qui se passe dans le plan image. Ou bien on peut faire les deux. Donc c'est comme ça qu'on règle le problème du flou dans l'image. Donc voici les deux, voilà les solutions possibles. Mais malgré tout ça, c'est pas suffisant. Et on va voir pourquoi. Donc c'est quoi? Alors on passe à la notion suivante, c'est la depth of field.
ou encore en français la profondeur de champ. Donc c'est quoi la profondeur de champ? Donc la profondeur de champ, c'est la plage des distances d'objets sur lesquels l'image est suffisamment bien focalisée. Et comme ça, dit comme ça, c'est bah, ça n'a pas l'air du tout, clair, mais on va schématiser ça. D'abord, je veux que vous observez cette image. Donc ce que vous voyez dans cette image, c'est alors voilà, vous voyez par exemple une fleur ici. Cette fleur, elle est très, très claire. Elle est bien, chaque point, elle est nette, elle est claire et nette. Et plus je m'éloigne, plus il y a un flou. Alors le degré, ce degré de flou, il va être différent selon ma distance. Par exemple, je vois le flou qu'il y a ici au fond, là en vert par exemple, et ben, il est plus important, il est plus grand que le flou que je trouve ici dans la fleur ici, qui est quand même un flou un peu plus petit. J'arrive quand même à distinguer les objets. S'il y a un objet au fond, moi j'arrive pas à distinguer c'est quoi. Et on voit encore peut-être un peu mieux ici je sais pas si c'est des tuiles, tiles here, je sais pas. Et on voit que ce flou, il y a un degré de netteté, dans une certaine, fourchette. Et cette fourchette, eh ben, on peut le faire, on peut la créer. On peut donc augmenter la tolérance à un système de lentilles à, pouvoir projeter des images moins floues. C'est-à-dire, en autres termes, c'est la plage sur laquelle B est inférieure à la taille du pixel. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On revient à mon modèle de flou. D'accord? Je suis là dans le défocus. C'est celui-là. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire cette tolérance? Ça veut dire range? En fait, dans un modèle d'une lentille, ça veut dire que je n'ai qu'un seul plan. En vrai, je n'ai qu'un seul plan ici, le plan là dans l'origine O. Je n'ai qu'un seul plan qui permette d'avoir une image parfaitement projetée sur l'image plan. Il n'existe qu'un seul plan qui permet, pour chaque lentille, il n'existe qu'un seul plan qui permette d'obtenir une image nette, focus et claire dans l'image plan. Donc tout ce qui est en dehors de ce plan, donc si je prends ce plan, si je prends ce plan, un autre plan, il va se retrouver soit il dépasse l'image plan, soit il est juste avant l'image plan et donc il se rend flou dans tous les cas. Maintenant, ce degré de flou, il est où? Il est codé ici, dans le cercle de flou. Il faut savoir que dans l'image plan, si j'ai un pixel qui a la taille de ce cercle, quand on projette, si j'ai un pixel qui a la taille de ce cercle, ça revient à dire que mon point que j'essaie de projeter par qui dépasse ou qui est juste avant, mon image plan, sera représenté par un pixel et donc par un point. Et donc si cette propriété, si j'ai un pixel qui est la taille d'un pixel qui est assez grande pour être tolérante à toutes à ce cercle de flou, je peux augmenter la tolérance et donc augmenter le nombre de plans qui peuvent être projetés en un seul point pixel dans mon plan image. Est-ce que c'est clair cette notion? Est-ce que c'est clair cette notion? On va revenir au dessin. Si vous pouviez juste la expliquer un peu. OK, OK, il y a pas de problème. Merci. Capteur. Alors, on va revenir ici. Qu'est-ce qu'on a dit? Alors, ici, on a une lentille. Pour chaque lentille, on a un point O. Il n'existe qu'un seul plan dans ma scène réelle, un seul, qui une fois projeté dans mon plan image, me donne un point. Et donc, quand on dit un point, ça veut dire qu'il y a une netteté de l'image. Quand on a plusieurs points pour représenter un point, ça veut dire que c'est flou. Est-ce que c'est clair jusque-là? S'il vous plaît, soyez interactifs. Oui. Très bien, ça. Si je prends un point ici, il va dépasser le plan. J'aurai plein de points pour représenter un seul point. Donc il y a du flou. Inversement, si je suis dans ce plan, si je suis dans ce plan, je viens, mon projection, elle arrive juste avant mon plan image. Et donc, quand elle sera inversée ici, mais elle sera projetée dans mon plan image sous la forme de plusieurs points. Plusieurs points, ça veut dire qu'il y a du flou dans mon image. Est-ce que c'est clair jusque-là? Oui. Donc le flou, c'est quoi? C'est parce qu'on a plein de petits pixels pour représenter un point. Parce qu'on ne voit pas. C'est nuageux, on ne sait pas ce qu'il y a. Donc ça, c'est clair. Très bien.
Supposons que cette petite distance B qu'on a vue tout à l'heure, qui s'appelait tout à l'heure blur circle, ça représente un pixel. Pixel size, c'est la taille d'un seul pixel. Si j'ai un pixel, ça veut dire que peu importe si je suis plus ou moins éloignée de ce plan parfait de projection, à la fin, j'obtiendrai un seul pixel. C'est-à-dire, peu importe si en vrai, techniquement, j'ai plusieurs points normalement, dans ma caméra, je représente cette information par un seul pixel. Ça veut dire toute cette information qui allait tout à l'heure était floue n'est qu'en fait qu'un pixel, n'est représentée que par un pixel. Et donc une information. Et donc si je peux représenter un point par un seul pixel, j'ai de la netteté dans mon image. Cette propriété, c'est ce qu'on appelle depth of field, la profondeur de champ. Cette propriété, c'est ce qui permet de, de permettre à la lentille d'être au système de projection, d'être tolérant à d'autres plans de mon mode qui sont un peu plus éloignés de mon modèle, de mon plan parfait de projection. Le plan parfait, c'est celui-là, celui qui se trouve ici, aux origines, qui est plus tolérant et qui permet d'éliminer le flou pour certains autres plans. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai d'autres plans, plus ou moins éloignés de mon plan d'origine, qui peuvent être aussi projetés de manière claire et nette dans mon plan image. Et cette profondeur de champ, techniquement, c'est quoi? Ben, c'est la longueur, c'est le range, maximal range, entre le plan minimal et le plan maximal qui me permettent de projeter parfaitement mon image. Donc tout ce qui est ici sera toujours flou parce qu'il va dépasser la taille de ce pixel et inversement, tout ce qui est ici à droite sera trop proche ici et donc dépassera aussi la taille de mon pixel. Donc si mon degré de flou est inférieur à la taille du pixel, alors je peux alors le système de projection est plus tolérant à d'autres plans à d'autres plans dans ma scène. Et donc, je peux représenter plusieurs autres plans de manière moins floue. Donc, tout à l'heure, on est passé d'un plan, et là, on est passé, à la profondeur de champ, à range, une fourchette de plans, donc une limite de plan, pour laquelle on a une image claire euh, et bien nette. Alors, cette En fait, différence de... pardon, mais j'ai une question. Par exemple, Oui, si un point il est plus éloigné que O2, oui. est-ce que ça va avoir, on va dire qu'il est assez proche de lui, est-ce que ça va avoir le même effet? Genre, ça va être toujours Bah oui, on le plus voit clair? ici. On le voit là. Vous voyez ici, bah, c'est vrai, c'est très très visible ici, hein. Les objets qui sont très très très, regardez les tuiles en bas. On voit très bien que Mmh. le petit range qu'il y a ici, tout ce qui est plus proche, bah, c'est flou, et plus c'est éloigné, c'est éloigné. Mais il y a une petite fourchette ici, range, Mmh. qui Mmh permet. mh. Donc ici c'est O1, ici Mmh c'est mh. O2. Il y a quelque Mmh. part au milieu le O parfait, mais ici on a une Mmh. tolérance vers O1 et il y a ici O2. Donc c'est ça la Mmh, profondeur de d'accord. champ. Et donc, cette propriété permet d'augmenter la netteté et donc d'avoir une range of plans that can be projected in the image plane. D'accord? Donc, c'est tout. C'est Mmh. ça la profondeur de plan. Maintenant, pas de perdre trop de temps, vous avez fait ça en cours normalement. Alors, qu'est-ce que c'est que cette formule, cette jolie formule? Cette jolie formule, on l'a vu tout à l'heure, hein. Alors, f au carré sur n, c'est d. Rappelez-vous, c, c'est ça. D, c'est ça. F sur n, d, c'est ça, hein. Oh là là. On l'a vu ici. D, c'est F sur M, hein. D'accord? Vous vous rappelez des équations, il ne faut pas les oublier, hein. Donc, la profondeur de champ, on fait la même chose pour les deux points. Pour O1 et pour O2, on fait la même chose. Vous voyez, il y a trois triangles, il y a un, deux, trois triangles. Et à partir des deux triangles, donc pour O1 et pour O2, on peut calculer ça. Et donc, la profondeur de champ, qu'est-ce qu'on a dit? C'est O2 moins O1. Donc, on fait la différence entre O2 et O1 à partir de ces deux équations et on obtient quelque chose comme ça. D'accord? Je vous laisse le plaisir de le faire vous-même et puis, voilà, vous vous exercerez un peu à essayer de trouver ces propriétés mathématiques, très, très intéressantes, et tr de des tri à partir de ces triangles-là. Donc est-ce que vous avez compris? Depth of field permet d'augmenter la tolérance d'un modèle de projection, au focus. Donc elle permet de régler un petit peu le problème du défocus, d'accord?
Maintenant, il y a une autre propriété qui est bien, bien plus intéressante qui s'appelle la distance hyperfocale. Alors la distance hyperfocale, c'est quoi? C'est la distance la plus proche à laquelle la lentille d'être mise au point, focus, pour que les objets éloignés ou des objets soient très, très éloignés, soient d'une netteté acceptable. Ça va plus loin que depth of field. Dans depth of field, on a un min et un max par rapport à ma lentille, par rapport à mon point parfait, à mon plan parfait. Dans la distance hyperfocale, c'est une notion qui va au-delà. C'est-à-dire je cherche le plan minimal qui me permet d'obtenir pour chaque plan qui est supérieur, plus éloigné, des, des une netteté acceptable. Alors c'est pas toujours parfait, mais c'est acceptable. D'accord? Et c'est le principe de toutes les caméras. On utilise tout le monde utilise la hyperfocale. Alors c'est quoi? Schématiquement, c'est quoi? Donc O, c'est mon plan parfait, hein. Donc toujours O, il est là. C'est la distance minimale, bon, object in focus. Donc j'ai un point O et il se projette parfaitement dans mon plan image. D'accord? Et puis j'ai un point ici O2 qui est très, 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 très loin et donc il est pas loin, il est là, il est très, très loin et il se projette. Comme il est très loin, évidemment, il va venir avant le plan image, il va se projeter quelque part ici et ici, donc blur circle, donc ici on sait, c'est toujours la taille de mon pixel. Alors ça, c'est la formule que vous avez eue, du cours, hein, on va pas la reprendre ici, mais donc ici, quand on voit les premiers triangles avec le deuxième triangle, on peut extraire encore des informations H entre la taille ici de ce petit, segment avec le grand, toujours proportionnel à la taille celle-ci avec D. Et donc il s'agit en vrai de, chercher, la lentille parfaite et la distance focale parfaite. Voilà, donc ça c'est très rapidement, c'est juste pour récapituler le cours. Ce sont pas tout la totalité du cours. Moi, j'ai pas la totalité. Monsieur Larabi m'a envoyé la première partie, le chapitre 2. Mais ce sont des notions qui seront utiles pour le TD. Maintenant, il faut commencer le TD. Donc on va est-ce que vous avez tous la série de TD? Il faut me répondre, soit dans le chat, soit en vocal, hein. Normalement, vous l'avez toutes, hein. Oui, bah, très bien. Alors monsieur Larabi m'a dit que vous avez fait l'exercice numéro 1, donc on va pas le faire. On va passer directement à l'exercice numéro 2, donc la série numéro 2, donc on va aller là. Alors la série numéro 2, plutôt la série numéro 1, l'exercice numéro 2. Oups, pardon. On va lire d'abord l'exercice. Alors, l'exercice, c'est le suivant. Alors, il y a 4 questions. Heu, les 4 questions sont liées évidemment l'une à l'autre et permettent une grande compréhension, du problème. Mais on va commencer tout petit. Donc la première question, elle dit quoi? Définir le point de fuite associé à une direction donnée delta. Alors quand vous lisez direction ici, ça veut dire une droite, hein, d'accord? Donc une droite. OK, une droite, elle a une direction. Delta, vous imaginez que delta a une droite. Donc la question, elle vous demande: «Donnez-moi la définition du point de fuite associé à une droite delta». Donc je vous écoute. Donc quelqu'un me répond ou bien m'écrit, dans le chat une réponse. Mmh? Quelqu'un a une réponse? Quelqu'un peut me définir c'est quoi le point de fuite? Avec vos mots, hein, vous n'êtes pas obligé, de parfaitement, hein, avec les mots que avec votre compréhension. Mmh? Quelqu'un? C'est le point, il Oui, retrouve, par exemple sur un plan 3D, oui. où toutes les lignes qui sont en parallèle sur le plan 3D, elles convergent. Ouais, oui, c'est très bien, c'est une très bonne Est-ce explication, que oui. vous m'en avez convaincu? Oui, 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 c'est ça. Donc c'est quoi la réponse? Voilà, donc bravo. C'est où ça dit? Ouais. Donc c'est le point d'intersection du plan image avec la droite delta, donc en passant par le centre de la lentille, tout simplement. Donc c'est le point d'intersection de toutes les lignes, voilà comme dans le dessin. J'ai une droite delta, c'est l'intersection de celle-ci avec le plan de l'image. Et si j'ai plein de droites parallèles, toutes ces droites vont être projetées dans le même point. Donc voilà donc pour la première question. La deuxième, alors, dans la deuxième, elle est un peu plus il faut suivre un petit peu, d'accord? Donc la deuxième, elle dit quoi? Soit L1 et L2, 2 droites parallèles.
dans un plan pi. Donc j'ai un plan dans le monde réel, il y a 2 droites qui s'appellent L1 et L2 qui sont parallèles et dans le même plan, j'ai deux autres droites, L3 et L4 qui sont une paire aussi, il y a normalement c'est écrit parallèle, là pas écrit, non, une paire parallèle de droites dans le même plan, mais de directions différentes de celles de L1 et L2. Ça veut dire que L1 et L2, elles sont parallèles et L3 et L4, elles sont parallèles, mais elles ne sont pas parallèles les unes avec les autres. La question, donc on a ça c'est le problème. La question, que peut-on dire des points de fuite associés aux directions, donc aux droites L1 et L3? Je vous laisse 2 minutes, 3 minutes pour y réfléchir. D'accord? Prenez votre temps. Je veux que vous réfléchissez dans votre tête que peut signifier cette question. D'accord? Donc je vous laisse 2 minutes et puis quelqu'un intervient et me donne la réponse. Il y a monsieur Kmouna Ramzi. Jeune homme, معليش vous remplissez le Google Form pour signaler votre présence. Donc je rappelle pour les étudiants, pour, باش تماركيو روحكم في la liste des présences, il y a le formulaire Google Form sur le chat, d'accord? Donc vous allez sur le chat, vous allez trouver le lien, d'accord? Voilà, si quelqu'un a la réponse, il a une idée, برك, levez la main, d'accord? Ah, vous l'avez plus le lien, je vais vous l'envoyer. Je vais vous le renvoyer, il y a pas de problème. Voilà, on va aller dans le chat avec voilà, Camélia Bouamala. Voilà, je vous l'ai envoyé, je vous ai envoyé le lien. Quelqu'un a la réponse? Quelqu'un a une idée de comment faire? Ou on va regarder directement on va essayer de comprendre la solution. Faut pas perdre beaucoup de temps, on n'a pas beaucoup, hein. Faut qu'on termine la série, hein. Hmm. On y va, vous êtes d'accord? Je vous laisse encore un peu de temps. Vous me répondez, répondez-moi, répondez-moi. Les points de fuite sont différents déjà, ils ont pas les mêmes, coordonnées, Ouais, bravo, mais oui. je sais Bah pas oui, vraiment, genre, c'est bah tout ce voilà. que j'ai déduit. Bah voilà, c'est ce qui c'est la question, hein, c'est pas il y a pas de piège, hein. On pose des Ah questions, d'accord. qu'est-ce que vous OK, il y a pas de piège, c'est un exercice, hein. Alors, on va voir le corriger. Il faut me dire, hein, si je vais trop vite pour vous ou pas, d'accord? Alors, ça c'est la première réponse, donc ça c'est pour la réponse pour la deuxième question, donc B. Donc voilà, donc on a le plan pi ici et on imagine donc 2 droites, donc L1 et L2 qui sont parallèles, L3 et L4 qui sont elles aussi parallèles, mais elles ne sont pas parallèles entre elles. Donc ça c'est le schéma. Il faut imaginer ce schéma et puis on a toujours le modèle le modèle, sténopé, donc de Pinhole. Donc on a L qui est le passage, donc le centre de mon point de mon pro ouh là là, de mon plan de Pinhole du Pinhole et ici on a l'axe optique et le plan image. Et donc comment on fait? Comme on a dit dans la première question elle nous a dit: «Bah, comment on fait pour trouver ces points de fuite?» Donc je prends une droite, je la fais passer par là et je calcule son point de fuite. Et pour une autre droite, bah, je fais la même chose et donc toutes les droites parallèles, elles vont partager le même point de fuite, W1. Donc L1 et L2, elles auront comme point de fuite W1 et L3 et L4, elles auront pour point de fuite W2. Et là, on peut observer différentes choses. Donc la question, c'était d'observer ces choses. Donc la première partie de la question, c'est comment calculer ceci. Donc voilà, on a décidé, on a fait un dessin et on a expliqué que L1 et L2, ben, elles ont un point de projection W1 et L3 et L4, elles ont un point de projection W2. Un point de fuite, c'est W2. Et donc, les propriétés qu'on peut observer, c'est quoi? C'est que toutes les lignes qui sont parallèles n'ont qu'un seul point de fuite. L1 et L2, s'il y avait une autre ligne parallèle avec elles, eh ben, elles auraient le même point de fuite W1.
Il en va de même pour les lignes L3 et L4 ou encore d'autres lignes parallèles à celle-ci. Une deuxième propriété, c'est lorsqu'on a d'autres lignes parallèles mais qui ne sont pas parallèles entre elles, on aura d'autres points de fuite qui leur seront associés, comme a dit votre camarade. Enfin, il y a une troisième propriété, et celle-là, elle est très très intéressante, c'est qu'on remarque aussi que les points de fuite forment une droite dans le plan image. D'accord? W1 et W2. Cette droite, cette droite représente l'intersection intersection du plan pi avec mon plan image. L'intersection d'un plan avec un plan, c'est une droite. Cette droite représente quelque chose de très important. Mais avant de répondre à ça, passons à l'autre question suivante. Après, je reviens à ce point. La question Lydia Yamoraha, regardez ce qu'elle demande. Si L5 est une autre droite du plan pi, parce que le plan qu'on vient de dessiner là, c'est une autre droite. Comment trouver le point de fuite associé à la direction, donc à la droite L5, qui est supposée être non parallèle ni à L1 ni à L3? Est-ce que vous pouvez me donner une réponse? Alors, je vous montre Euh, ici. Oui, bon, déjà, elle se situe sur la droite qui est formée par W1 et W2. voilà. Bravo. 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 Ah, la réponse, c'est ça. Le point de fuite associé à L5 sera obtenu comme étant l'intersection de la droite image, avec L5, avec la droite W1 et W2. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que chaque ligne dans le plan pi aura un point de fuite sur cette droite. C'est une propriété magnifique parce que si là, c'est juste un modèle avec une caméra. C'est une caméra. Si on avait un modèle avec deux caméras, par exemple, quand on fait avec la stéréovision, cette propriété, elle nous permet d'obtenir la profondeur, la reconstruction 3D. Je vous ai parlé tout à l'heure de depth of field pour la reconstruction 3D. Il y a un meilleur depth of field, il y a un meilleur que ça, c'est la stéréovision. La stéréovision, c'est ce qu'on a, nous, en être humain, on a deux yeux, avec le système à deux yeux, le système avec deux caméras, on peut estimer les distances. En tant qu'être humain, on est capable de savoir, de regarder une image et de savoir si quelque chose est proche de nous ou loin de nous, si quelque chose s'éloigne de nous, se rapproche de nous. Et cette propriété, de savoir que les points de fuite sont dans une seule droite, on avait dit tout à l'heure, les points de fuite permettent de donner la perspective, de les trouver dans une seule droite. Si je ramène une autre caméra dans une seule droite, je peux réduire l'espace de recherche d'une droite avec une droite, ce sera un point, et ce point, ça permet d'obtenir un référencement pour obtenir une profondeur. Je peux reconstruire n'importe quel monde en 3D à partir de deux images. Et ça, c'est formidable. Ce sont des propriétés mathématiques très utiles. Donc, vous voyez, donc il y avait une continuité entre les questions des exercices que M. Larabi vous a donnés. Alors, la dernière question. Alors, c'est montrer comment calculer le point de fuite associé à des droites parallèles en 3D. Alors, il faut bien lire la question parce qu'elle est différente des précédentes. Dans les précédentes, on a dit définir, on a dit montrer, on a dit comment trouver, retrouver, etc. Cette fois-ci, on dit calculer le point de fuite. Et donc, quand on vous dit calculer, donner des équations, quelles sont les formules, vous devez définir les formules et non pas schématiser, comme c'est le cas ici, où on répond avec des schémas. Cette fois-ci, la réponse, elle doit être sous forme de calcul. Donc, la première, c'est de dire, on répond comment on fait la projection dans le plan image. Donc, on fait la projection des droites, euh, la projection du pinhole pour retrouver les points de fuite. Et puis après on calcule. Il suffit de calculer la projection perspective du point P situé LX, LY, LZ. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire j'ai un plan ici. Donc, voilà, donc voici une droite. Je la fais passer par mon pinhole. Cette droite, elle a des coordonnées LX, LY, LZ, et elle est projetée ici en un point, oméga, qui a des coordonnées U et V dans mon plan image. Et donc, cette projection, on peut la calculer. Et comment on la calcule? À l'aide, tout simplement, des premières formules de projection qu'on avait tout à l'heure, des premières formules, des formules de projection qui expliquent que le x sur z est proportionnel au x sur z est égal aussi est égal à y sur z.
si vous vous rappelez bien les triangles, d'accord? Et donc, tout simplement, il faut donner ces équations pour répondre à la question. Rappelez-vous, quand vous voyez donner l'expression ou calculer, il s'agit de donner des formules, d'accord? Donc, soyez attentifs lorsque vous lisez. Vous savez, quand vous lisez comme ça l'énoncé, il est pas très, il fait un peu peur, mais une fois que vous lisez attentivement, c'est toutes ces notions, vous les avez faites en cours, vous les avez fait longuement avec monsieur Larabi, vous les avez revues ici, d'accord? Donc, est-ce que c'est clair pour l'exercice numéro 2? Il faut être Oui, interactif, hein. Très bien. Donc, on c'est passe clair. à l'exercice numéro. Très bien. Donc, on passe à l'exercice numéro 3 qui est le plus intéressant. Pour moi, c'est. Ah, celui-là, il est. Ah, celui-là, je veux que vous soyez très attentif à celui-là. Donc, soit PI, l'image du point objet P. Donc, on a un objet P dans la vie réelle, dans la scène. Et PI, c'est la projection dans le point, dans le plan image. Démontrer la loi Gauss des lentilles avec DI et des distances PI et AI de la lentille. Démontrer la formule suivante. 1 sur F égale à 1 sur DI plus 1 sur D. La formule qu'on a vue tout à l'heure, hein, si vous vous souvenez, celle-là. Celle-là. Cette jolie formule, comme on va la faire plus tard en TD. 1 sur F égale à 1 sur O plus 1 sur I. Démontrer cette jolie formule. Est-ce que je vous laisse 5 minutes pour le faire? Ou là, vous l'avez faite en cours, hein. Vous ne me dites pas que vous ne l'avez pas faite parce que j'ai le cours ici. Et monsieur Larabi, vous l'a faite, hein. Je l'ai ici. Vous l'a faite. Voilà, elle est là. Alors, vous l'avez faite encore. Je suis en train de vous montrer le corrigé. Alors, est-ce que vous savez comment le faire ou pas? Il n'y a pas de mal à ne pas savoir. Vous êtes là pour le TD, c'est pour apprendre, hein. Hmm. Soyez interactif, il faut répondre oui, non, peut-être, mais en réponse ou sur le chat, il n'y a pas de mal, il n'y a rien, il n'y a pas de mal à ça. Peut-être qu'on utilise toujours les formules des triangles. Oui, oui, oui. Alors, est-ce que vous pouvez la faire dans le chat? Ou bien est-ce que quelqu'un, vous pouvez l'écrire et prendre en photo si vous voulez, pas de problème. Hmm. Regardez votre cours, c'est toutes les réponses, elles sont dans le cours. Bon, je vous donne, il est 16h58, 17h, parce qu'après, on a encore d'autres exercices à finir. Il reste encore trois autres exercices, trois exercices. Donc, il faut euh, avancer un peu, d'accord? Donc, je vous laisse encore 2-3 minutes. Et, d'accord? Vous essayez, soit dans le chat, soit en vocal. Vous pouvez prendre des photos, vous pouvez gribouiller sur vos cahiers. Je veux que vous essayiez, d'accord? Et même si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Je veux que vous essayiez quand même. Le TD, c'est pas pour faire parfaitement les choses, c'est pour s'exercer à apprendre à résoudre les exercices. C'est le but. Donc, il faut essayer pour apprendre. Je veux que vous essayez tous, quand vous êtes, vous prenez un bout de feuille, essayez, ou bien regardez le cours, regardez la solution du cours et regardez si vous avez compris la solution. C'est le Adaf Eman, c'est regarder le cours, est-ce que vous avez compris la solution? S'il vous plaît, faites l'effort et dites-moi.
N'oubliez pas pour les nouveaux arrivés, dans le chat, il y a un Google Form à remplir pour signaler votre présence au TD. Vous remplissez le formulaire, s'il vous plaît. D'accord. Alors, ça avance. Vous que je vous laisse encore du temps ou pas? Répondez-moi dans le chat, s'il vous plaît, si vous voulez pas en vocal. Relou est très rare. Relou, il faut être répondre, il faut être interactif. D'accord. Pas de souci, je vous laisse, pas de problème. Oui, madame, juste une minute. D'accord, pas de problème, j'attends. Le lien, je ne sais pas si vous avez accès, c'est le lien que j'ai mis. Là. Il y a un lien juste avant. Deux messages avant, Monsieur Oisel. Je vais vous renvoyer le lien. Est-ce que vous le voyez maintenant? Le lien? Il est dans le chat. Ah, très bien. Bon, allez, ça y est, le temps est fini. Ça fait plus de 5 minutes. Hein. Allez. Est-ce que quelqu'un a une réponse? Est-ce que vous avez au moins lu le cours, la partie du cours qui traite de ce sujet? Est-ce que vous avez retrouvé ça? Parce que je sais qu'il est dans le cours. Hein. Alors, vous avez compris, parce que maintenant on va passer, on va voir la réponse. D'accord? Alors, maintenant tout Maria, c'est bon. Vous regardez avec moi. Ouais. Non, non, c'est bon. Allez, on regarde ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Ça, c'est l'image, elle est tirée du cours. En fait, on a utilisé la forme de Thalys. Ouais. Oui, je vous écoute. Et on vous entend plus. On peut pas encore, on va perdre beaucoup de temps. Donc on va voir. Alors, on va commencer par. Il y a deux. En fait, il y a le corrigé, les formules comme elles sont écrites dans votre cours. Et puis, je me suis permis de faire ma propre preuve. Donc, je vais vous montrer les deux. Donc, il y a deux solutions pour cet exercice. En vrai, il y en a plusieurs. Il n'y en a pas que deux. Chacun peut construire sa solution comme il veut parce qu'il y a plusieurs triangles. Et vous pouvez faire de la manière dont vous voulez. Donc, dans le cours, ce que vous avez, oh là là, non. Dans le cours, ce que vous avez, vous suivez avec moi, s'il vous plaît. Donc, ce que vous avez, c'est que vous avez O sur F. Voilà. O, c'est la distance entre le point original, le point dans la scène et la lentille. O sur F, c'est égal à quoi? À H plus H' valeur absolue sur H' valeur absolue. Sachant que H' sur H, c'est égal à moins I sur O. Donc, on vous donne en entrée deux formules. Et à partir de ces deux formules, on vous demande de trouver la formule gaussienne. Comment vous le faites? Donc, dans le cours, vous avez O sur F qui est égal à A. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On décompose. On prend la première équation, on la décompose en deux. Donc, on a H sur H'
valeur absolue plus H' valeur absolue sur H' valeur absolue. Alors ça, c'est facile, c'est égal à 1. Donc O sur F, c'est égal à H sur H' valeur absolue plus 1. Maintenant, il y a cette propriété à droite qu'on avait tout à l'heure, c'était H' sur H qui est égal à moins I sur O. Mais attention, ici, on a la valeur absolue. Et il faut savoir une autre information, c'est que le H' est égal à moins H. Quand on regarde le dessin ici, on a H', c'est égal à la valeur négative de H. Et donc, quand on remplace cette formule ici, on a H' sur H, ici on a H sur H', donc il y aura une inversion. Donc ça sera O moins O sur I, plus la multiplication par moins 1 à cause de la valeur absolue. Quand on remplace ici, ce qu'on obtient, c'est O sur F égale à 1 moins, c'était un plus, ça devient moins à cause de la valeur absolue, moins, moins O sur I. Et donc, ce qu'on fait maintenant, c'est quoi? Ben, on continue en étant. On a O sur F, c'est égal à 1 plus O sur I. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ben, on divise tout par O, tout simplement. Donc, quand on divise tout par O, on obtient 1 sur F égale à 1 sur O plus 1 sur I. Et ça, c'est la formule et c'est celle qu'on retrouve dans les manuels, c'est celle qu'on retrouve dans le cours. Et elle est très bien. Mais maintenant, si je vous dis, est-ce que vous pouvez m'extraire, moi, ces formules en haut? Est-ce que vous arrivez à comprendre l'unité générale? Est-ce que vous avez compris Ninja Warrior? Il faut me répondre. Il faut répondre. Si oui ou non. Il faut répondre. Bon, là, quand on regarde la preuve, elle est très facile. Mais je vous demande, les deux ici, les deux formules en haut, H sur HI, H' sur H égale à moins I sur O, OF égale à H plus H' sur H'. Est-ce que Rafton Ninja Warrior? Non. Très bien. Et bien maintenant, on va passer à la deuxième preuve. Cette preuve, elle est beaucoup, beaucoup plus intuitive. Donc c'est moi, bon, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais c'est ma façon d'avoir créé, d'avoir fait les choses. Donc on prend la base, c'est quoi? On a ici un point. Donc à gauche, c'est le modèle réel. Donc c'est un point P et il a une hauteur H. D'accord? La distance entre P et la lentille, c'est O. O pour origine. D'accord? Et puis ce point P, il est projeté à travers la lentille dans un point P', qui a une hauteur moins h, qu'on va appeler h'. D'accord? Ce point, P', il est à une distance i de ma lentille. Donc, est-ce que pour l'instant, le schéma, il est clair? Normalement, il est très clair. Oui, madame. Qu'est-ce qu'on observe? On observe deux triangles. Donc, on a ce triangle ici à gauche et ce triangle ici à droite. Et comme on a vu tout à l'heure, quand on a ce genre de triangle, on peut extraire beaucoup de propriétés. Et donc, la première propriété qu'on peut extraire à partir de ces deux triangles, c'est H sur O égale à moins H sur I. Ou bien H sur O égale à H' sur I. Donc, voici la première formule qu'on peut extraire à partir de ce schéma. Et ça, c'est très bien. C'est la même chose qu'on retrouve dans le modèle Pinhole. Sauf que on n'est pas seulement dans le modèle Pinhole, parce qu'on n'a pas qu'une seule ligne qui traverse ma lentille. Je suis dans le modèle de lentille. Et dans le modèle de lentille, on a plusieurs faisceaux de lumière qui traversent ma lentille. Et donc, si je prends un deuxième faisceau qui traverse ma lentille, cette fois-ci, il passe au sommet de ma lentille, il vient, est réfracté et hop, il est projeté ici dans un point P de prime. D'accord? P' plutôt P'. Qu'est-ce qu'on a comme propriété? Qu'est-ce qu'on peut observer? Alors F, c'est le point de focal ici. Qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'on a deux nouveaux triangles. Donc ils sont ici surlignés avec une couleur un peu rose. Donc on a un petit triangle ici et un petit triangle ici. Et quelles sont les propriétés qu'on peut extraire de ces triangles? On peut voir que H, parce que c'est censé être la même hauteur, donc H sur F, c'est la même chose, c'est égal à moins H sur cette distance. Et cette distance, c'est quoi? Cette distance, c'est I moins F. Donc la deuxième formule, elle me dit que H sur F, c'est égal à moins H sur I moins F. Et là, j'ai deux projections du même point avec la lentille.
À partir de ces 2 projections, qu'est-ce que je peux faire? On peut observer que H, on a le H et le moins H dans les 2 équations et ce qu'on va faire, ce qu'on va s'amuser à faire, c'est on va s'amuser à réécrire ces équations de la forme H de de sorte à ce qu'on ait H et H et moins H ou H et H' d'un côté de mon équation, dans un des termes de mon équation et non pas séparés comme ça. Donc on va faire ça pour les 2 équations. Donc pour la première, H sur O égale à moins H sur I. Qu'est-ce qu'on fait? On divise par moins H, donc on aura H moins H et on multiplie par O. Donc c'est le produit interne avec le produit externe. Donc on a H sur moins H est égal à O sur I. On fait de même pour la deuxième équation. On a le produit interne, c'est H, donc divisé par moins H, donc H moins H et là ici on multiplie, donc ici on multiplie par F. Donc on a H sur moins H égale à F sur 1 moins F. Et là, ce qu'on peut observer, c'est par on a 2 équations où les 2 termes sont les mêmes. On a H et moins H. Donc, par transitivité, qu'est-ce qu'on obtient? On a O sur I égale à F sur 1 moins F. On a ce terme qui vient de là et on a ce terme qui vient d'ici. Donc, CO sur I égale à F sur moins F. Alors, on reprend cette formule. Ah, bah même comme ça, on est quand même assez loin de ce qu'on est censé prouver. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ici, on s'amusait à faire quelque chose d'intéressant. Je multiplie, je veux éliminer le O et le I de cette partie de cette équation. Qu'est-ce que je fais? Je multiplie par ces valeurs-là. 1 sur O et 1 sur I. 1 sur O fois O, ça donne 1. 1 sur I fois I, ça donne 1. J'aurai à gauche une fraction qui sera égale à 1. Je fais de même, puisqu'il faut que ce soit une égalité, donc je multiplie par les mêmes valeurs à droite de mon équation. Et qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens quelque chose comme ça. Donc on a 1 égale à F fois 1 sur O, donc c'est F sur O, 1 moins F sur, multiplié fois 1 sur I. Et donc ça veut dire 1, I, moins F divisé par I. Donc I moins I, c'est 1 et moins F sur I, voilà, est égal toute cette équation, cette partie droite est égale à 1 à gauche. Et donc je reprends cette formule, je la reprends ici. Donc j'ai 1 qui est égal à F sur O, divisé par 1 moins F sur I. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire? On va prendre ce terme 1 moins f sur i et on va le mettre dans le nominateur à gauche. On multiplie tout par 1 moins f sur i et on obtient quelque chose comme ça. 1 moins f sur i égale à f sur o. Et on met tout d'un côté, donc on a 1 égale à f sur i plus f sur o. Et là, normalement, c'est assez joli maintenant. Parce que regardez comment on va trouver la solution. On divise tout par f. Regardez ce qu'on obtient, c'est 1 sur f égale à 1 sur i plus 1 sur o. Et c'est ça la formule gaussienne qu'on était censé trouver tout à l'heure. Et vous voyez que là, en fait, la lentille, c'est une généralisation du pinhole. Pinhole, on n'a qu'une seule, on peut faire que quelques propriétés, une petite quantité de propriétés à partir des triangles. On a un seul vecteur qui traverse le pinhole. Dans le modèle de lentille, on a plusieurs vecteurs. Donc, j'aurais pu prendre un autre vecteur, j'aurais pu prendre d'autres triangles et obtenir le même résultat. Et c'est ça la beauté. Donc, voici d'où vient la formule gaussienne des lentilles fines. Est-ce que la preuve est claire? Oui, madame. D'accord. Est-ce que vous avez compris comment on a extrait ces informations? Mmh. Oui ou non? Oui, Si, si, D'accord, c'est très ça bien. qui est D'accord, d'accord. OK, alors ça, c'était pour vous montrer que vous pouvez faire vous-même, vous pouvez faire l'épreuve de ce qu'on vous donne en cours, on vous a juste donné, enfin, moi je vous ai en tout cas, moi je vous ai que donné ça. Monsieur Larabi vous a donné une preuve et que vous pouvez faire vous-même vos preuves. Donc vous faites des triangles et à partir des triangles, vous pouvez extraire vous-même. Donc maintenant, on passe à l'exercice numéro 4 et l'exercice numéro 4, il vous demande la chose suivante. Donc maintenant, on reprend notre souffle. L'exercice numéro 4, c'est notre exercice. Donc qu'est-ce que ça demande? Exprimer la relation qui lie le diamètre de la zone du blurring et la distance objet-lentille en utilisant la loi de Gauss de lentille. Ensuite, expliquer comment peut-on résoudre le problème de blurring.
Alors là, c'est du cours, hein. Vous allez dans le cours, monsieur l'Arabi vous a tout donné. Donc il y a toutes les équations, etc. Donc je vous laisse quand même un instant pour essayer de comprendre l'exercice. Vous avez compris l'exercice déjà, ce que vous demande l'exercice. Voilà, répondez-moi dans le chat si Madame, pour le diamètre de la zone de blurring, ça veut dire le blur circle, c'est ça? c'est ça, c'est le cercle. Alors, Ok. on reprend l'exercice, d'accord. Donc ça, c'est pour alors, l'exercice numéro 4, on est là. Alors, on a toujours une lentille et apparemment, il y a un plan qui est bien focus dans l'image plan, qui est bien projeté, et un autre point qui est blur et donc qui apparaît flou dans mon image plan. Donc la question, c'est quoi? La question qui vous est posée dans l'exercice numéro 4, c'est d'exprimer la relation. Quand on vous dit, je vous ai dit tout à l'heure, quand on vous dit relation, équation, calcul, vous devez faire des équations. Vous devez écrire des équations. Donc quand on vous dit exprimer la relation qui est le diamètre de la zone de blurring, c'est-à-dire ici le B, avec la distance de l'objet lentille, c'est-à-dire cette distance ici, avec la loi de Gauss. Donc la loi de Gauss, c'est normal parce qu'on utilise une lentille, donc on utilisera toujours la loi de Gauss. Il faut la trouver. Il faut juste l'exprimer, cette façon de répondre. Il faut juste vous rappeler comment répondre à la question. Donc vous avez des équations. Si vous n'êtes pas capable de vous rappeler, vous devez être capable de les extraire. Et comment on les extrait? En dessinant un triangle. Regardez les triangles que vous avez ici. Ce qu'on vous demande, c'est d'exprimer B. Hein, vous voyez, c'est B ici. D'exprimer B, c'est-à-dire le diamètre du cercle avec, il vous a demandé quoi? Il vous a demandé d'exprimer la relation qui lie le diamètre, donc le diamètre, avec la distance objet-lentille. Alors, il est où le diamètre d'abord? Montrez-moi, est-ce que c'est ça le diamètre? En bleu. Est-ce que c'est en bleu le diamètre? Dites-moi oui, non, dans le chat, et Hum, répondez. non, non, c'est le Non. orange normalement. Oui, bravo, c'est le orange. Donc le diamètre de mon cercle de blurring, c'est le orange. Regardez, c'est écrit ici, blur circle. Donc le diamètre, il est là. Donc ça, on l'a trouvé. La deuxième question, c'était la distance objet-lentille. Alors, elle est où la distance objet-lentille? C'est laquelle? C'est le haut. Normalement, c'est le haut, oui. Voilà, objet-lentille. Et la distance objet-lentille. Pourquoi utiliser objet-lentille? Objet-lentille. Ah, on va voir son dessin, le dessin de M. Lara. Object distance. Ouais. Bon, je pense que c'était plutôt la distance image. Hein. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, ok. Donc, c'est O. Je pense que c'était I. Hein. Bon, je pense que c'est plutôt la distance lentille image. Hein. Pas la distance objet image. Mais bon, Mhm. je pense que c'est ça. Hein. Bon, bon, on va revoir le triangle comme on l'a vu tout à l'heure dans le rappel. Qu'est-ce qu'on a dit? On a un triangle ici. On a quoi? C'est quoi comme triangle qu'on doit utiliser? Parce qu'on est dans le bleu. On doit utiliser le triangle vert. Parce que le rouge, il est focus. Donc, on n'a pas vraiment besoin. Ce dont on a besoin, c'est le triangle vert. On n'est pas capable de se rappeler. Moi, je ne me rappelle pas de l'équation. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais prendre le triangle vert. J'ai le blur, il est ici, à distance B. Et donc, ce que je sais, c'est que le B, ici, quand je le divise par le D qui est ici, je sais qu'il est la proportion, le ratio qu'il y a entre ces deux valeurs, c'est le même qu'il y a ici, moins I' moins I sur I'. Tout à l'heure, on l'a vu, Yak. Est-ce que vous vous rappelez qu'on l'a vu? Alors, cette petite portion dans le triangle, elle est quand on la divise sur cette distance, elle est proportionnelle à B sur D.
Donc quand on exprime cette distance B sur D, normalement on obtient quelque chose comme ça. B sur D égale à moins I prime moins I sur I prime. Est-ce que vous arrivez à suivre ce que j'ai écrit? N'oubliez pas l'exercice. Est-ce que vous arrivez à suivre ce que j'ai écrit? Est-ce que c'est Mhm. clair Oui. pour vous? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Quand je dis B, ici, divisé par D, ah, très bien. C'est la même chose que le petit I prime moins I, donc cette distance, cette petite distance qu'il y a à l'intérieur de ce petit triangle, subdivisé par I prime. Et cette grande, cette distance totale. Et donc, on sait calculer. Donc, B, D, on les a, le I prime, on l'a, mais le I prime moins I, ben ça, c'est un peu différent. Cette distance-là, on ne la connaît pas. Et donc, pour faire ça, qu'est-ce qu'on doit faire? On calcule, on prend cette équation en premier. Qu'est-ce qu'on a entre le D ici? On multiplie par D, et puis on a le I prime moins I. Et donc, le I prime, c'est quoi? Le I, c'est quoi? Un I, c'est un point qui est focus, et le I prime, c'est un point qui est défocus. Donc, on continue. Donc, je prends un point qui est focus. Donc ça, c'est le corrigé hein, de Monsieur Larabi. Donc, je ne me suis pas trompée, c'était un I'. Alors, on prend le point focus, donc on applique pour un point focus, quand on est dans le domaine, dans le monde de la lentille, dans le modèle lentille, on applique la loi gaussienne, donc on a 1 sur I, 1 plus O égale à 1 sur F, et puis après on extrait le I. Donc le I, ici, il faut calculer, hein. Vous ramenez ce terme ici, ou vous faites l'inverse, vous obtenez ça. Je prends un deuxième point des focus I', je lui applique la loi gaussienne. Donc la loi gaussienne, c'est ça, pour le point qui est I', et je fais la même chose. Je mène ce terme à droite, je fais l'inverse, j'obtiens ça. Et donc là, j'ai le I' qui me manquait ici. Qu'est-ce que je fais? La suite, je fais I' moins I, et je fais de longs calculs. Alors, ce que j'ai fait tout à l'heure avec mon camarade, j'aurais demandé de me faire la preuve de cette équation ici. D'accord? I' moins I égale à F, de la même manière qu'on a fait avec les triangles hein, tout à l'heure. Vous essayez, l'équation. L'équation, elle est donnée dans le cours et elle est un peu longue, mais elle est faisable. Donc, j'aimerais bien que vous la fassiez. Vous avez jusqu'à la semaine prochaine pour me l'envoyer. D'accord? Donc, est-ce que c'est clair pour... on continue d'abord. Et après, on remplace donc le I' par le I, par les valeurs Hadoma. Qu'est-ce qu'on a dit le D tout à l'heure? Le D dans le schéma, c'est quoi? Le D, c'est toujours F sur N. Donc, on remplace le D ici. Ça donne F sur N fois F, donc ça donne F au carré sur N, et cette valeur-là qui est le I' moins I. Et donc là, on obtient uniquement à travers... Ah, voilà, on a l'expression de B, voilà, B, avec uniquement, représenté uniquement par la focale, et le point d'origine O et O'. Je pense que c'est ça ce que voulait dire l'exercice. Exprimer B en fonction de O, du point d'origine, de la distance entre l'objet et la caméra. Est-ce que vous avez compris la solution? Sinon, on recommence. Oui. Est-ce que c'est clair ou est-ce que c'est clair pour tout le monde ou c'est juste à peu près? Quand vous voyez comme ça, vous comprenez. Répondez-moi dans le chat. Si vous êtes timide, répondez-moi dans le chat. Voilà. Vous me dites oui, non, madame, vous pouvez recommencer. Oui, c'est clair. D'accord. Oui, c'est clair. Très bien, c'est clair. Très, très bien. Donc, je récapitule quand même une dernière fois, d'accord? Exprimer B, donc l'ouverture, le diamètre du cercle en fonction de la distance de l'objet de la caméra. Ce qu'on a, c'est quoi? C'est qu'on a un triangle ici vert, ici ce triangle-là du défocus. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que B, petit b, sur cette grande distance, sur petit b qui est là, sur D, c'est la même proportion, donc c'est proportionnel à cette petite distance ici sur cette grande distance. Cette petite distance étant I' moins I sur sur I'. Sur I', voilà. Et donc, voici l'expression de ce qu'on vient d'expliquer. Donc, B sur D égale à I' moins I sur I'. D'accord? Et donc là, on va étendre. Donc, on met tout d'un côté, on met uniquement B pour exprimer B.
Et puis, ce qu'on cherche, c'est de trouver I' et I et moins I. Et donc I', on va exprimer, c'est un point, on prend un point focal qui est bien projeté, qui n'a pas de défocus, donc le focus point. Donc on va l'exprimer, donc voilà, on lui applique la loi gaussienne. Une fois qu'on lui a appliqué la loi gaussienne, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on essaie de retrouver l'expression de I à partir de cette expression. Donc c'est une petite formule, une petite transformation, un petit truc mathématique, un petit calcul. On fait la même chose avec le point des focus. Donc on lui applique la loi gaussienne et on fait la même chose, on extrait I'. Et de là, on a I' moins I qui donne cette formule. Alors quand on voit comme ça, on n'a pas l'air. Hein. Quand on étend et qu'on multiplie et tout, on peut obtenir ça. Et donc, à partir de là, je peux remplacer dans cette formule qui était tout à l'heure en haut, I' moins I. Et donc B, c'est égal à D sur F, et moins tout cela, ici, F sur F au carré, etc. Et B, ça devient F au carré sur N, moins O prime, moins O sur F. Vous rappelez, avec le rappel que D, c'est F sur N. D'accord. Et donc, je ne pourrais pas oublier le point. Cette formule ici de I moins I' moins I égale à F, machin là, donc vous devez faire la preuve et vous l'envoyer pour la semaine prochaine. D'accord. J'ai fait le même exercice pour le premier groupe, donc vous faites la même chose. D'accord. Et la deuxième partie de la question, c'est que vous avez demandé expliquer ensuite comment peut-on résoudre le problème de deep learning. Donc il faut toujours lire très attentivement les exercices, d'accord. Donc vous voyez qu'il est en deux parties. La première, c'était exprimer une relation, donc il fallait écrire des équations. La deuxième, c'est expliquer ensuite comment on peut résoudre le problème du deep learning. Donc pour résoudre le problème du deep learning, on a vu tout à l'heure, et puis voici en cours, voilà ce que vous avez vu en cours. Donc soit on déplace le plan de l'image, deux, soit on déplace la lentille, soit on fait les deux. Donc voilà, c'est la réponse. Les deux sont acceptés, donc vous pouvez soit les expliquer et les exprimer, soit les schématiser. Et là, on passe au dernier exercice. Et le dernier exercice, c'est le suivant. Expliquer la notion de distance hyperfocale et donner et montrer comment évaluer sa distance, c'est-à-dire donner des expressions mathématiques. Alors, expliquer la notion. Alors, l'exercice il est en deux parties. Donc, un, c'est d'expliquer la notion de distance hyperfocale. Donc, vous devez définir c'est quoi la distance hyperfocale. Et deux, c'est faire des équations mathématiques de celle-ci. Donc, on va reprendre ici. Donc, on va refaire un dessin. Donc, le dessin, c'est quoi? Alors, d'abord, c'est quoi? La distance hyperfocale, c'est donc la distance la plus proche à laquelle la lentille doit être mise au point pour que les objets éloignés soient d'une netteté acceptable. Vous pouvez répondre en anglais, parce que je pense que votre cours il est en anglais. Vous pouvez répondre en français, il n'y a pas de souci. Pour des notions, pour une certaine clarté, j'ai opté pour écrire en français. Alors, maintenant les formules mathématiques. Qu'est-ce qu'on voit ici? Alors, il y a plein de choses dans ce dessin. Alors, ici au centre, on voit la lentille. Donc, la lentille, ici en bleu. Très bien. Ici, c'est mon plan image. Ici, oui, si. Donc, je prends un point qui est très, très, très éloigné donc de ma caméra, infini, et qui sera projeté donc ici, donc avec au centre de ma lentille ici, et puis dans les extrémités de ma lentille ici. Et l'intersection des deux me donnera un point d'intersection qui est loin de mon plan image, et donc il y aura un blurring, il y aura un flou qui va se dessiner ici sous forme d'un disque. Alors ici, on a quoi? Donc ça, c'est le dessin de notre cours, il me semble. Ici, on a la focale. Ici, on a X, c'est la distance entre la lentille et le plan image. Et ici, on a la focale qui est inférieure à X. On a aussi H, qui est la distance entre l'objet et la caméra. Et D sur 2, et C sur 2, c'est quoi? Alors D sur 2, c'est cette partie du haut de ma lentille jusqu'au centre de mon plan image. Et C sur 2, c'est la hauteur de ma projection. Ma projection ici dans mon plan image, c'est aussi la moitié de la taille du diamètre du cercle de flou, d'accord, du blurring. Et maintenant, à partir de ces données-là, comme ça, donc ça c'est le dessin global de comment calculer l'hyperfocale. Donc à partir de ces données-là, on
va essayer de calculer, heu, la question elle nous avait dit quoi? Évaluer cette distance. Alors, donner et montrer comment évaluer cette distance dans les expressions mathématiques. Donc la distance hyperfocale, on va la calculer, donc c'est h. Et comment on fait ça? On fait la même chose que qu'on a l'habitude de faire. Est-ce que vous êtes d'accord? On prend le triangle. Combien j'ai de triangles à l'image? Combien vous voyez de triangles intéressants dans l'image? Répondez quoi? 2 triangles. 2 triangles. Alors 2 triangles, quand on a 2 triangles, qu'est-ce qu'on peut faire avec 2 triangles? On peut faire de la géométrie dans, l'image pinhole. Qu'est-ce qu'on a dit dans le cas de la géométrie, plutôt dans du modèle, de lentille? On a besoin de plusieurs. On a besoin de 4. Absolument, bravo, mademoiselle Belaïd. Très bien, on a 4 triangles. On a besoin de plusieurs vecteurs. Quand on est dans le science, on revient au modèle pinhole où on n'a que 2 triangles. On a besoin de plusieurs triangles pour pouvoir faire des relations entre les vecteurs. Donc ici, 4 triangles me donnent suffisamment d'informations. D'accord. Donc on a 4 triangles. Donc vous voyez ici, il y a un tout petit triangle en vert, dot, dashed en vert, avec son triangle, son miroir qui est ici en vert. Et il y a deux autres triangles, donc ici, qui sont tachetés ici de couleur violette. Donc on a 4 triangles. Et donc ce qu'on peut obtenir, donc on va toujours vers nos équations très connues. Donc ici, c'est cette hauteur-là qui est égale à d sur 2 divisé par h. On a besoin du h, c'est le h qu'on essaie de trouver. Donc d sur 2 divisé par h, c'est proportionnel à c sur 2 divisé par x. Donc ça, c'est la première équation qu'on peut extraire à partir de ces deux triangles. D'accord. Maintenant, il y a une autre paire une autre paire, donc il y a deux autres triangles ici. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a d sur 2 sur f, c'est égal à c sur 2 sur cette petite distance qui est x moins f. Donc on va écrire ces équations. Quand on a vu ces triangles, on a délimité, est-ce qu'on a tout donné? Oui. On a trouvé les triangles? Oui. Attends, bah, on va écrire les équations. Donc quand on est dans le cas des lentilles, on a toujours besoin de 2 équations. Et donc ces 2 équations, on peut les extraire à partir de 4 triangles. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est x moins f divisé par c sur 2. X moins f, c'est là. X moins f divisé par c sur 2 égale à quoi? D sur 2, d sur 2 sur f. F sur d sur 2. Oh, on a f. Pourquoi f sur d sur 2? Oui, 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 oui. Il a inversé. X moins f sur c sur 2, c'est f divisé par d sur 2. Ou à l'inverse, on pourrait faire f, d sur 2 sur f, c sur 2 sur x moins f. Bon, on pourrait faire ça aussi. Donc, c'est à partir des petits triangles qu'on obtient ça. La deuxième, c'est quoi? C'est c sur 2 sur x, c'est égal à h sur d sur 2. D sur 2 sur h. Donc ça, c'est la première équation. Donc la première équation, tu as le petit triangle. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On a fait quoi ensuite? Là, on a le C à droite, on a fait le produit interne. Ça donne quoi? Ça donne x moins f égale à c sur f sur 2. Parce qu'on a c sur 2 divisé par 2, de 2 et 2 ils partent. On a c sur cf sur d. Et x, on met le x ici, donc on met le f de l'autre côté. X égale à f plus cf sur 2, cf sur d. On fait la même chose avec les grands triangles. Qu'est-ce qu'on a dans les grands triangles? On a h sur 2, h sur d2, c'est égal à x sur c2. Voilà. H sur d2, c'est égal à x sur c2. Oui, madame. H sur d2. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On emmène le d2 dans le produit, on multiplie par d sur 2. Qu'est-ce qu'on aura? On aura h égale à dx, d fois x sur c. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a le h et on a le x. On a le d, c'est pas une inconnue, le c, c'est pas une inconnue, on a le x qui est une inconnue, et le x, on a pu l'exprimer sous forme de f et de d. Et donc, on remplace le h, le x dans cette
équation et on obtient H égale à D sur C. On remplace le X qui est égal à F plus CF sur D. Est-ce que c'est clair? Est-ce que est-ce que c'est clair ou bien est-ce que je recommence le dernier exercice? Le- Mhm. Oui, c'est clair, madame. je vais le répéter quand même une dernière fois. On a 4 triangles. On est dans les lentilles, on a 4 triangles. On a besoin de retrouver H. C'est quoi? C'est la distance hyperfocale. J'ai besoin de retrouver ce H-là. Comment je fais? Je vois qu'il y a 2 triangles ici et 2 triangles ici. Je cherche la proportion de le triangle avec la proportion de ce triangle, la proportion de ce triangle avec la proportion de ce triangle. C'est ce triangle qui peut me donner H. Mais avec ce triangle, je ne peux pas obtenir tout. Et grâce avec le deuxième triangle, je peux tout obtenir, c'est-à-dire le X, pour pouvoir permettre le H. Parce que là, je vais aller très, très, très rapidement. Mais concrètement, ce qu'on a fait, c'est on a juste appliqué les lois de proportion qu'on avait tout à l'heure. Donc, c'est le H sur D2 est égal à X sur C2. Et là, c'est dans les petits triangles, c'est la même chose. Le X moins F sur C2, c'est égal à F sur D2. D'accord? Donc ici, voilà. X moins F sur C2, c'est égal à F sur D2. On a multiplié par C divisé par 2, ça donne ça. X moins F, et hop, on met X de côté. X, ça me donne F plus CF sur D. Je fais la même chose avec le grand triangle. J'ai H sur D2 égal à X sur C2. Je fais la même chose, je multiplie par D2. J'obtiens H égale à DX sur C. Et puis après, le X, qui est mon inconnu qu'on a écrit tout à l'heure avec le petit triangle, je le remplace dans mon équation et j'obtiens quelque chose comme ça. Donc, H est égal à DF sur C plus F. Et on avait tout à l'heure vu, et à chaque fois, je vous répète, le D, c'est F sur N. Et donc, on remplace le D, ça donne F au carré, F fois F, sur NC, plus F. Donc, voici l'équation finale. H, c'est égal à F au carré sur NC, plus F. Et voilà pour aujourd'hui. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Personnellement, tout a été clair, hein. Ah, merci, ça me fait plaisir. Alors, est-ce que c'est le cas de tout le monde? Merci, ben, merci à vous. Je suis contente que vous ayez compris. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez compris? Ça, je récapitule. Bah, je vais récapituler quand même, une dernière fois et puis c'est tout. Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu qu'il y a 2 modèles, donc le modèle pinhole et le modèle lens. Le modèle pinhole, il est très bien, on arrive à faire la projection de points. Le problème du modèle pinhole, c'est qu'on a le temps d'exposition qui est long. Les propriétés du modèle pinhole, c'est quoi? C'est la projection de lignes, c'est la magnification, donc c'est ce changement d'échelle et aussi le point de fuite. Une notion très importante pour la perspective. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, on avait dit qu'avec le pinhole, on ne pouvait pas capturer beaucoup de lumière. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a inventé? Les gens ont inventé les lentilles. Les lentilles, elles permettent d'avoir plus de lumière, donc plus de rayons lumineux, et donc de pouvoir diminuer l'exposition, le temps d'exposition. Mais on peut aussi tirer beaucoup d'autres avantages, c'est qu'on a beaucoup plus de rayons pour travailler dessus. Et donc ces rayons, plus on a de rayons, il nous suffit de 2 d'ailleurs, on peut créer cette formule qui est formidable, qui s'appelle la loi de Gauss. On a vu plusieurs fois au cours de ces exercices, il nous suffit d'avoir plusieurs triangles. Quand on dessine la première fois, regardez ici, quand je dessine le point qui passe par le pinhole, on a 2 triangles. Et lorsque je rajoute un autre point au-dessus de la lentille, j'ai 2 autres triangles. Donc au total, j'ai besoin de 4 triangles. Et à partir de ces 4 triangles, je peux extraire la loi de Gauss. Donc on a fait 2 preuves, une qu'on a fait dans le cours et une que je vous ai faite moi-même. Et je suis certaine que vous pouvez le faire tout seul, parce que c'est très, très clair. Donc ça, le secret, c'est de retrouver les triangles. Que vous soyez dans le modèle Pinhole ou dans le modèle lens de lentille, vous devez comprendre la relation entre les triangles. Maintenant, selon ce qu'on vous demande de faire, vous allez utiliser telle ou telle formule. Dans le modèle de lens aussi, un des majeurs problèmes, c'est le flou. Donc le flou, on a étudié comment on calcule le diamètre du disque de flou, c'est-à-dire ce diamètre qui est autour dans le dans le
dans le plan image et puis on a étudié donc une solution, la première solution pour régler le problème de flou, c'est, une autre propriété, c'est, la profondeur de champ, c'est-à-dire depth of field, qui permet d'étendre le the range of les plans possibles qui peuvent être, projetés dans l'image et qui n'apparaîtront pas flous à l'image. Et il y a encore mieux que ça, c'est la distance hyperfocale. Et donc, on vient de faire un exercice de la distance hyperfocale. Et donc, cette distance permet, c'est la distance minimale qui permet d'avoir tous les points qui seront représentés dans mon image de manière nette et pas floue. Voilà. Donc, est-ce que, ça c'est une belle synthèse, hein. On a fait le synthèse du chapitre 1. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, super. Super, très bien. Alors, est-ce que vous avez des questions?